Donald Trump today vowed to impose a 200% tariff on John Deere's imports. Just back in June, John Deere announced that they were relocating specific production lines to facilities in Mexico. Now, Donald Trump disagreed with this decision and left a significant threat that would ultimately affect the company's bottom line. Le cœur de l'agriculture américaine a cessé de battre sans préavis. Pendant des décennies, John Deere, ce géant vert, a été synonyme de stabilité pour les fermiers du pays. De solides marques, une production régulière et des équipements fiables. Mais tout a changé le jour où John Deere a gelé sa production, sans avertissement, sans explication. Un simple bouton « Pause » a suffi pour secouer tout un secteur. C'était plus qu'une simple décision d'entreprise. C'était une déclaration. Ce n'étaient pas seulement des tracteurs qui étaient à l'arrêt, mais des vies entières. Le réseau de fermes, de petites entreprises et de villes entières basées sur cette marque bien-aimée s'est effondré. En un instant, ce qui semblait être un système inébranlable est devenu fragile. John Deere, l'ami de la campagne, était devenu l'ennemi invisible, celui qui arrête de nourrir la machine économique rurale. Mais que s'est-il passé? Pourquoi la décision d'un fabricant d'équipements a-t-elle eu un tel impact sur les agriculteurs, sur les travailleurs, sur les petites villes? Ce n'était pas simplement une question de production, c'était une question de confiance, de loyauté. Un compromis a été brisé, et avec lui, l'équilibre d'une nation agricole entière. Leurs machines étaient arrêtées. Mais le plus grand choc ne résidait pas dans les fermes. Il résidait dans les vies qu'elles soutenaient. John Deere avait non seulement suspendu la production, mais aussi un monde d'espoir. Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, abonnez-vous à notre chaîne. Nous visons les 15 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y arriver. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et continuez à profiter du reste de la vidéo. Merci. John Deere n'était pas simplement une entreprise. Dans des petites villes comme Waterloo et Dubuque, c'était le cœur battant, le moteur de l'économie locale. Les fermiers comptaient sur cette marque pour cultiver la terre, mais aussi pour alimenter leur vie, leur famille et parfois même leurs identités. Il n'y avait pas que des tracteurs, il y avait des traditions, des valeurs, des communautés entières construites autour de ce nom. Mais lorsque la production a cessé, les vagues d'impact ont dévasté bien plus que les champs. Les petites entreprises, locales, autrefois florissantes grâce au salaire des travailleurs de John Deere, ont fermé leurs portes. Les cafés étaient déserts, les magasins d'outils couverts de poussière. Ce n'était pas qu'une crise économique, c'était un effondrement culturel. Une communauté se dérobait sous leurs pieds. La question qui a rapidement surgi était: que se passe-t-il lorsque le battement de cœur de la ville s'arrête? Une ville sans travail, sans l'ombre d'un avenir, se voit contrainte de se réinventer, souvent sans grand succès. Là où il y avait autrefois de l'espoir, il n'y avait maintenant que des incertitudes. Les fermiers, eux, se sentaient trahis, non seulement par les emplois perdus, mais aussi par la perte de quelque chose de plus précieux encore, un héritage. Leur famille avait vécu de John Deere pendant des générations. La fiabilité, la solidité de la marque étaient synonymes de stabilité. Aujourd'hui, cette stabilité semblait ne plus être qu'un souvenir. La rupture entre le géant vert et les petites villes n'était pas seulement une crise financière. C'était une déchirure de l'âme de l'Amérique rurale. Un changement inévitable mais dévastateur. L'un des moments les plus dévastateurs de la crise n'était pas juste la fermeture des usines ou les licenciements massifs. C'était ce qui s'est passé ensuite, quand John Deere a décidé de verrouiller ses tracteurs, en empêchant les fermiers de réparer leurs propres machines. Une autre forme de trahison a eu lieu. Ce qui semblait être une simple décision commerciale est devenu une déclaration de guerre. Imaginez être un fermier, dépendant de vos machines, pour semer, récolter, nourrir le pays, et soudainement, vous vous retrouvez à ne plus pouvoir
Réparer un tracteur sans l'intervention coûteuse d'un technicien agréé, ou pire encore, sans autorisation. Les fermiers, qui avaient toujours pris soin de leurs machines avec leurs propres mains, étaient désormais confrontés à une barrière numérique. Une barrière qui, selon John Deere, était pour leur sécurité, mais qui, pour eux, était une condamnation à la dépendance. Cela a enflammé une résistance qui grandissait lentement, mais sûrement. Les fermiers, autrefois loyaux à la marque, se sont unis pour défendre leur droit de réparer leurs outils. Un droit qui, pendant des décennies, faisait partie de l'ADN même de l'agriculture américaine. Le mouvement « droit à la réparation » a émergé. Les fermiers ont commencé à faire pression sur leurs représentants politiques, à organiser des manifestations. Le message était simple. Nous ne serons pas esclaves d'une machine. Le mécontentement grandissait, mais l'impact allait au-delà des fermiers. Chaque décision de John Deere, chaque verrouillage numérique brisait un peu plus la confiance. Ce qui était une marque de confiance est devenu un symbole d'oppression. Lorsque John Deere a annoncé qu'une partie de sa production serait délocalisée au Mexique, la réaction ne se fit pas attendre. Pour l'entreprise, c'était une décision stratégique. Les coûts de main-d'œuvre au Mexique étaient bien inférieurs, les infrastructures logistiques idéales et la proximité avec les marchés d'exportation d'Amérique latine offraient une flexibilité accrue. C'était un coup de maître économique, à première vue. Mais pour les fermiers et les travailleurs américains, c'était une trahison qu'ils ressentaient profondément. John Deere n'était plus le partenaire fidèle des fermiers, le compagnon de travail loyal. C'était désormais une entreprise mondiale, prête à sacrifier ses racines américaines pour des gains à court terme. La production de tracteurs et de moissonneuses-batteuses, symbole de l'héritage de la marque, demeurait aux États-Unis. Mais les nouveaux équipements, plus petits et plus simples, se faisaient désormais au Mexique. Et peu importe la justification, ce déménagement semblait symboliser un abandon. La crise s'intensifia avec l'annonce d'une menace bien plus sérieuse, les tarifs douaniers. Donald Trump, alors président des États-Unis, n'avait pas tardé à réagir. Si John Deere poursuivait sa production au Mexique, une taxe de 200% serait imposée sur les équipements importés. Un coup dur pour l'entreprise. Pour John Deere, cette délocalisation était simplement un aspect de la mondialisation, une nécessité pour rester compétitif face à des rivaux étrangers. Mais pour de nombreux travailleurs, c'était un coup, porté en plein cœur. Ce qui semblait être un plan stratégique froid était perçu comme une fuite, un abandon des valeurs qui avait fait de John Deere un nom respecté à travers le pays. Les fermiers se sont rapidement retrouvés pris dans une tempête de crises simultanées. La délocalisation de John Deere au Mexique n'était qu'une partie du problème. Le véritable impact était plus profond. Une agriculture qui, depuis des décennies, reposait sur des pratiques et des outils accessibles, se voyait soudainement confrontée à un avenir incertain. Les prix des matières premières agricoles, comme le maïs et le soja, ont chuté. En 2022, les prix du maïs ont baissé de 37%, ceux du soja de 24% et du blé de 35%. Pour les fermiers, ce n'était pas juste une mauvaise année. C'était la fin d'un modèle économique sur lequel ils avaient compté pour survivre. Les récoltes étaient vendues à perte, mais les coûts des intrants comme le carburant, les semences et les engrais restaient élevés. Les fermiers étaient des pris au piège, incapables de s'en sortir. Mais ce n'était pas seulement une question de rentabilité. C'était une question d'accès à la technologie. Pendant que les Immasulus, grandes exploitations agricoles, investissaient dans des équipements de haute technologie, les fermiers plus petits étaient exclus de cette évolution. Les tracteurs autonomes et les outils agricoles connectés étaient désormais réservés à ceux qui pouvaient se permettre de les acheter. Ces machines étaient la clé du futur, mais elles n'étaient pas accessibles pour la majorité des agriculteurs américains. Le fossé se creusait. John Deere,
dans sa quête pour innover et dominer le marché mondial, se concentrait sur l'automatisation et les machines de plus en plus sophistiquées. Mais pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre de suivre cette évolution, la situation était désastreuse. L'agriculture familiale, qui avait construit l'Amérique rurale, se voyait progressivement écrasée par des forces économiques qu'elle ne pouvait pas contrôler. Les fermiers se retrouvaient à devoir choisir entre continuer à lutter avec des outils anciens ou tout abandonner. La décision n'était pas simple, mais de plus en plus, l'issue semblait inévitable. À un moment où les fermiers américains étaient en main confrontés à une crise sans précédent, John Deere semblait avoir la solution: l'automatisation. Le futur de l'agriculture n'était plus seulement dans les mains des fermiers, mais dans celles des machines. Les tracteurs autonomes, alimentés par l'IA et les drones pulvérisateurs, promettaient de transformer les fermes en usines de haute technologie. Mais cette promesse avait un prix. Les nouvelles machines, incroyablement avancées, étaient réservées à une élite, les grandes exploitations agricoles. Tandis que John Deere investissait massivement dans cette technologie de pointe, la majorité des agriculteurs américains se retrouvaient coincés dans le passé. Les machines qu'ils utilisaient depuis des décennies étaient désormais obsolètes, tandis que les coûts des nouvelles technologies étaient hors de portée. De plus, ces technologies n'étaient pas juste chères à l'achat, elles nécessitaient également un abonnement logiciel constant, un diagnostic à distance et une infrastructure numérique complexe que de nombreux fermiers n'avaient pas les moyens d'acquérir. Les grandes exploitations agricoles, avec leurs ressources financières, pouvaient se permettre d'adopter ces innovations. Mais pour la majorité des fermiers, ce futur semblait une promesse vide. Comment pouvaient-ils investir dans des technologies qui nécessitaient plus que de simples machines, mais un véritable système numérique? Leurs dettes croissantes, les marges de profit réduites et la concurrence étrangère les laissaient dans une position insurmontable. À mesure que le fossé entre les grands producteurs et les petits fermiers se creusait, John Deere se trouvait au cœur d'une question cruciale. Qui bénéficiera réellement de cette révolution technologique? Si l'innovation n'était pas accessible à ceux qui avaient reconstruit l'industrie agricole, alors à quoi bon cette évolution? La promesse d'un avenir automatisé risquait de se transformer en une réalité où seuls les plus riches pouvaient récolter les fruits de l'innovation.